pris de risque pour le premier. Ah bah oui, de toute façon, moi j'ai pas non plus fait un article sur le volet parce que Non, c'est évident qu'on va parler que de ça. Par contre, j'ai vraiment parlé il y a le temps. Parce que faut pouvoir sur l'écran. Il y aura le truc sur le. J'ai bien préparé mon truc sur le water polo. Hein. On va vraiment finir là-dessus quand même. on a encore la semaine dernière. La semaine prochaine, ouais, on a encore ça, c'est pour ça. Donc j'ai préparé. Il est prêt. Bon. Parce que le water polo au Japon. J'ai dézingué ce matin, j'ai regardé à peine 2 modes. Parce que le water polo au Japon. Je peux te dire que. C'était chez les filles et j'ai regardé pendant 2 secondes. J'ai tellement froid, quelque chose comme ça pour les États-Unis. Entre le Japon. En handball, non? Non, water polo. Ah, water polo. En fait, alors oui, très important, effectivement, c'est possible, mais bon. Ah bah water polo, ouais. Après, ils ont pas rien à faire. C'est-à-dire que c'est pas leur sport. C'est pas leur sport. Ils n'ont pas investi là-dessus. Autant le judo, je m'attends à autre chose. Mais bon, Teddy Riner, elle a blessé. Donc, ça pêche cool. Hop, on reprend l'antenne. Oh, je suis tombé sur un casque. Muteki Yokoso. Salut à tous. Bienvenue sur Muteki, sur votre heure de son japonais. Et pour commencer, on est reparti dans les années 80 avec des ballons. Avec des ballons ovales tellement ils sont frappés fort. Mais c'est vrai, c'est toute une mise en scène, mine de rien. Ouais, en fait, tous les années 80 de sport, c'est tous les ballons ronds deviennent ovales. Tu as remarqué? Exactement. Et même avant, d'ailleurs, c'était déjà le cas. C'est vrai. Et ben justement, on va parler de volleyball cette semaine dans Muteki, à l'occasion de la sortie prochaine du film Les Sorcières de l'Orient. C'est ce mercredi 28. Et avec nous, à l'antenne, on a Julien Faro, le réalisateur. Bonjour Julien. Bonjour, on t'entend parfaitement, c'est parfait. Bonjour, donc réalisateur, je le disais, du film Les Sorcières de l'Orient qui sort ce mercredi. Est-ce qu'il y a une certaine appréhension ou est-ce qu'au contraire vous êtes complètement dans le jus et vous ne vous en rendez pas compte? Si vous allez aussi venir peut-être à la rencontre des spectateurs dans les salles de cinéma, ou alors vous allez déjà dans un premier temps voir justement les réactions, les retours de ce film les uns après les autres. Un film justement assez particulier. On en parlait un petit peu, on avait fait un petit live Twitch en cours de semaine dernière, il y a une semaine, tout simplement, il y a une semaine, où on avait passé la petite minute des brouettes de trailer du film qui explique très bien le concept. Ouais. Et il s'agit d'un documentaire, mais j'ai presque envie de dire c'est un double documentaire puisque on va repartir dans des images d'archives concernant l'équipe, donc l'épopée incroyable des Sorcières de l'Orient, l'équipe de volley japonaise au début des années 60, donc champion du monde en 62 et championne olympique, première championne olympique féminine de l'histoire en 64. Et en même temps, on a une autre narration qui est, d'une certaine façon, que sont-elles devenues? Vous êtes carrément allé les rencontrer. Parce que j'ai résumé le film
est-ce que vous voulez apporter d'autres précisions? Oui. Et le dessin animé en question, c'est les attaquantes. Et c'est vrai on a tendance à regarder cet épisode, qui est un épisode historique, en plus il sort du sport, mais c'est quand même un épisode historique, à travers ce dessin animé-là. Et c'est fou, vous imbriquez en plus de ça, il y a même oui, presque une troisième narration qui est celle du dessin animé en lui-même, où enfin, vous mettez en lumière les correspondances, les parallèles entre le dessin animé et sa narration, avec notamment pas mal d'anecdotes enfin, que vous arrivez à dégager du dessin animé, et que vous mettez en parallèle avec des vraies images d'archives, d'entraînement de ces volleyeuses. Ouais. Mm. Ouais, les fameux magazines de prépublication où les mangas étaient publiés avant de sortir ensuite en volume relié, tout à fait. Oui, oui, pas la volo, c'est ça, exactement, oui, tout à fait. Mm. C'était un sujet il y a fort longtemps, justement. Alessandro Del Piero aussi, pareil, qui est aussi une des stars des années 90, déclarait avoir justement voulu embrasser une carrière de footballeur professionnel en regardant Olivier Tom. En Italie, visiblement, il y a un impact de l'animé qu'on ne peut qu'effleurer en France, et dont on se rend absolument pas compte. Mm. Tout à fait. Oui, exact. Oui, Ouais. ouais, tout à fait. Ah ouais, compris. C'est oui, C'est totalement l'inverse. Ouais. c'est totalement l'inverse. Et bah justement, pour commencer cette émission, on a pris le générique, on n'a pas pris de risque, hein, le générique japonais de Jeanne et Serge. Seishun Prélude,
Seishin Prelude, Prelude. chanté par Harumi Kamo. Ouais. Et effectivement, c'est un dessin animé qui est arrivé par l'Italie, comme beaucoup, c'était acheté au kilo en fait. Les, Comme nous. les bandes magnétiques étaient À achetées l'époque. au kilo tout simplement. Et Mm. puis TF1 s'en est emparé ensuite parce que la 5 vendait tous les meubles et tous les bijoux de famille justement Ouais, après. à la fin de sa vie. Ça disparaît. Disparition de la 5 en 92. Julien Farou, on va reparler, on va se recentrer sur le film en lui-même. Juste après, peut-être justement une petite pause musicale. Et on va passer ce fameux générique des attaquantes. Et le générique originel japonais, c'est véritablement une pastille musicale des années 60. C'est que nous, on a eu les attaquantes, vous les petites filles. 68, ouais, donc. C'était pas vraiment. le même générique. Ouais, non. Surtout que nous, on a le générique, effectivement, nous, années 90, parce que nous, il est sorti fin 80, début 90. Exact. Donc, c'est pas du tout le même style, c'est sûr. Mais effectivement, vous aviez raison, c'est un animé qui est passé après Jeunesse Serge en France, Ouais. alors qu'en réalité, ça fait partie de l'inspiration. Il y a eu quelques. On en parlera, mais oui, il y a eu quelques similitudes mangas, énormes entre les deux. Il y a eu quelques mangas, mais quelques animés, par contre, les animés sont moins nombreux. De voler. De voler, en tout cas. Ouais, de voler. Bah, faut dire qu'Attaquer, enfin, on va peut-être pas tout de suite parler trop de là-dessus, on en reparlera peut-être après la petite pastille musicale, justement. Ah, bah d'accord. Mais en tout cas, juste pour dire un mot, oui, il n'y a pas eu beaucoup d'animés, je crois, de souvenirs, dans les années 70, avant Jeanne et Serge, en tout cas avant Tarpérieux, de voler, ou en tout cas qui ont autant de succès. Je pense qu'il y en a peut-être eu une ou deux séries, peut-être au milieu de tout ça, mais ça n'a pas vraiment percé au Japon. Mais de mangas davantage, effectivement, il y a même des mangas complètement oubliés. On a vu un sur le rugby en 81, alors pourquoi pas. Donc, ouais, mais des moins populaires. Oui, mais je veux dire, ils n'ont pas été forcément adaptés en animé. C'était une machinerie qui était plus grosse que ce qu'on pourrait. Alors que voler, tu peux croire qu'il pourrait y avoir eu d'autres animés, puisqu'il y a eu beaucoup de succès, mais en général, tu vois, j'ai l'impression que les animés de sport, mis à part le basket, ça n'a pas vraiment qui s'enchaînent, tu vois. Il n'y a pas des animés de volley qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Alors que le basket, il y en a eu plusieurs quand même. Le basket, c'est venu surtout à partir des années 90. Mais on régresse. On digresse. Julien, vous restez avec nous. On fait une petite pause musicale, une petite respiration musicale. Et donc on passe ce générique, les attaquants de Kumiko Osugi pour la référence, pour l'interprète de ce générique, Attack Number 1, tout simplement le nom de la série. Vous êtes sur Mouteki 04 78 39 18 15. Et vous retrouvez sur internet mouteki-radio.fr, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Twitch. Nous sommes toujours sur Twitch. Et bien sûr Instagram, partout. Allez, c'est parti, les années 60. Attack Number 1. Alors, ensuite, je vais enchaîner, comme ça on aura... Fais le truc. Hein? On aura fait le truc. Alors oui, parce que je vais retrouver ça. C'est ça l'opening. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur Haikyuu, même si c'est les garçons? Ouh, tu peux. Oh, bah oui, donc c'est volé, ça passe. Voilà, ça passe. Alors. Ensuite, on va enchaîner donc sur le concept du film en lui-même, c'est vraiment on va insister plus sur la génération justement, sur l'épopée, sur la rencontre avec les dames. Ouais. Voilà. Comment c'est passé parce que c'est un exploit, d'avoir eu ça. Et ça nous fait des grosses thématiques. Et ensuite, en troisième partie, donc la genèse du projet et l'inspiration pour amener ça. Fly high ou fly low? Fly high, quoi. Bon, ça va bien.
deuxième, on discute, après on en passera une seule. Ah ouais, on a pas mal, hein, parce que entre l'actualité olympique et tout. Bah, il faut monter. Le niveau musical est pas du coup pas le même. Qu'est-ce que tu pensais que Charles Leclerc est passé dans l'émission, pas dans la chaîne YouTube de Paul Boulon et tout ça, comment ça s'appelle la chaîne YouTube où il parle de robots de Becca avec le frère de Mathieu. Désolé, je ne peux pas rejeter. La recherche de ta place. Ouais, c'est ça. J'ai pu retrouver. C'est quoi, c'est une chaîne YouTube? Ouais, c'est par le frère de Mathieu. Ah, bah Lucas. Boulon-Tol et. Ouais, le dernier sur le Gundam, il y a Claire qui est dedans. Oui, mais c'est normal. Oui, logique, mais Spécialiste de je ne m'attendais pas. Gundam en France. C'est clair. Sa fan absolue. La fan number one. Je me suis fait piéger justement quand je suis arrivé à Lyon, quand je suis revenu à Lyon en 2015. Je me suis fait piéger, il y a la Claire qui me dit hey, viens voir, j'ai Gundam avec moi. Bon bah, il n'y a rien à faire. C'est la surprise ou la surprise? Non, c'est la surprise. Hein? C'est la surprise. Ouais. La surprise. Je me méfie, il va sous compte. Il se fait avoir une fois. Ouais, c'est la surprise. Full volet. Moi j'ai pas le générique de Smash. Hein, Non, bah non, j'ai cette semaine comme je savais qu'il y avait beaucoup d'activités et un invité, je ne suis pas permis de faire de sélection. Tu vois, et puis le truc de water polo, il n'y a pas d'opening, donc autant dire que non. Mais non. Bah non, c'est un hentai. Et alors? Bah, les hentai de base, il n'y a pas de générique quoi. C'est juste une capsule, une sorte de jingle. Au début, tu fais bon, voilà, super. C'est tout. Comme quand TF1 avait repris Lucie Lamour et Rock'n'Roll, il n'avait pas voulu reprendre le générique de Claude Lombard. Il avait juste fait un petit jingle par soit les musclés, soit ça laisse directement. Et il y a juste une petite montée au synthé. Voilà. Ouais. Alors, mais voilà. Donc là, il n'y a pas rien de particulier sur ma clé USB, mais bon, je cours, mais je pense que tu as déjà suffisamment de musique. Oh oui. C'est dire. Oui, j'en ai une pour la fin aussi. Par contre, pour la semaine prochaine, ouais, je ferai une petite sélection alors, de sport. Hein, justement, parce qu'on va discuter, on va débuter, tu voudrais quoi comme chanson après? Sur la clé, moi c'est que du jeu vidéo, je pense à la clé. Donc, Ah, grave. bah, tu peux passer, je crois que j'ai encore le. Après, il est peut-être un peu long, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Ça, j'aimerais bien voulu passer. On va en mettre une seule, hein, de toute façon. Ouais, mais il faut pas que ce soit long. Tu dois avoir encore le. Il y a le Sonic, c'est fait? Non. Non, il n'y a pas le Sonic. Donc il doit y avoir le FF par contre. J'en ai 4. Alors, pas celui de Whelming Angel. Il faut celui. Full Fathom, Longfall. Ouais, Longfall, ouais. Terrastem, Ouais, Longfall. Ouais. Longfall derrière. Okay. Allez, on reprend l'antenne dans 30 secondes. Voilà. Fly High juste à l'instant, Burnout Syndrome pour l'interprète et bien entendu, quelle question. L'animé, c'est IQ. Bien sûr. IQ, second season, hein. Qu'on se trompe pas. Saison 2. Attention. Saison Pourquoi 2. vieux, les japonais sur les saisons. Et ouais. Non, IQ quoi. Full volet ce matin, vous l'aurez compris, effectivement, avec la sortie, à l'occasion de la sortie, le 28 juillet, de Les Sorcières de l'Orient, donc documentaire. Et Julien Farreau est avec nous pour en parler. On parlait tout à l'heure de cette double, voire même presque triple
narration. On va rentrer un petit peu dedans si vous le voulez bien, Julien. Vous êtes toujours là? Ok, eh ben, écoutez, on va pouvoir aller un petit peu plus en détail dans cette double narration. On disait dans la petite vidéo Twitch pour annoncer votre venue dans l'émission, je résumais la chose alors de manière rigolote, hein, absolument pas sérieuse, mais en disant que le réalisateur leur avait d'une certaine façon payé le repas d'une certaine façon. Mais en réalité, dans le film, on apprend qu'elles se réunissent assez régulièrement. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous les avez contactés pour leur dire, voilà, je voudrais vous rencontrer et on se retrouve dans un hôtel et puis voilà, on mange un morceau ensemble et je vous filme? Ou alors vous avez profité d'une certaine façon d'une de leurs réunions et elles vous ont dit, bah, venez à une de nos réunions et filmez-nous. Comment ça s'est passé? Mm. Ouais. Ouais. Ah oui. Mhm. Mm. Tout à fait. Ouais. Oui. Mm. Oui. Ouais. Oui. Ah bah, c'est très sympa. C'était très sympa. C'est très sympa, effectivement. C'est un sacré, bah justement, c'est un sacré travail humainement parlant, c'est-à-dire que vous avez réussi à les filmer et à vous faire oublier, puisque elles ont l'air véritablement de discuter comme si de rien n'était. C'est assez incroyable. C'est pas un nouveau. Voilà. Vous étiez presque un gamin par rapport à ça, oui. Ouais.
Est-ce que, alors on passait juste à l'instant, donc bon, après on a passé le générique de l'équipe, l'annonce à l'antenne, et juste avant c'était Attack Number One, donc le générique de cette fameuse série animée. Et je vois à un moment donné, en fait, je me souviens d'un moment donné où l'une des joueuses regarde Attack Number One avec ses enfants, ses petits-enfants. Est-ce qu'elles savent éventuellement, enfin, est-ce que vous savez quel regard elles portent sur tout ce qui a été créé, bah, notamment ce dessin animé, mais tout ce qui a été créé à partir de leur épopée? Mm. Ouais, Premier JO en Mondovision en plus de ça, c'est ça. tout à fait. Ouais, ouais. Ouf. Ouais. Mm. Oui. Ouais, beaucoup de baseball. Ouais. Mm. Et c'est une commande, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est clair. C'est clair. C'est vrai. C'est directement dans les classiques. Complètement. C'est clair. Et du coup, ben, en parallèle, on a ces images-là qui viennent d'images donc, d'archives. Vous travaillez, alors si je comprends bien, vous travaillez à l'INSEP, donc vous maniez déjà depuis déjà un certain temps des images d'archives. Mais ensuite, il faut aller chercher des images à la NHK, au Fonds olympique. Comment vous avez réussi à retrouver toutes ces sources et à manipuler toutes ces sources et surtout à les connecter en fait? Est-ce que c'est compliqué comme démarche?
Jeanne et Serge, où d'ailleurs l'entraîneur s'appelle Daimon également. C'est assez amusant. Oui. Ah, bah, complet. Ah, Complet. et vous le montrez bien dans le film, ça justement. On a des séances d'entraînement, c'est même parfois difficile à regarder, on se dit mais il s'arrête jamais. Enfin, ou il ne s'arrête jamais, ou ça ne s'arrête jamais d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Faut pleurer. Mm. C'est une réelle ambition, effectivement. Ben, vous avez déjà répondu donc à la question que je voulais vous poser par rapport à la genèse du projet. Et ce film, si je comprends bien, donc, que vous aviez découvert, vous a marqué. Mais qu'est-ce qui vous a amené à, à aller rencontrer ces dames, justement pour faire cette double histoire de cette épopée donc mondiale et olympique, et ensuite du regard que ces dames ont ensuite sur leur vie et leur carrière. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette narration-là? Mm. Ouais. Victimisation. Mm. Bah oui. Ouais. Oui, C'est clair. oui, Ouais, bah, vas-y. ouais, non, ce qui est clair, c'est que, et je trouve que c'est très important, c'est que et je vais plutôt revenir sur l'aspect sport de haut niveau. Moi, je m'intéresse beaucoup à beaucoup de sports, comme toi, Damien, hein. Beaucoup de sports, et notamment le sport de haut niveau. Et je pense qu'effectivement, les gens se méprennent sur le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, pour atteindre justement, le haut niveau, ça nécessite beaucoup d'efforts. Mais comme toute passion, comme tout ce qui nous amène à nous mettre à fond dans une passion, et pour certains, c'est le sport, voilà, et surtout, c'est une carrière à embrasser. Et pour cela, il faut sacrifier les choses. Parce qu'à un moment, enfin sacrifier, le terme est fort, mais en tout cas, il faut faire des efforts. Il faut faire beaucoup plus d'efforts. Parce que on doit, comme vous dites, il faut progresser, il faut aller plus loin. Et donc, je pense que c'est important de se dire que
ces athlètes effectivement font des choses extraordinaires. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte que les athlètes font des choses extraordinaires. Mais pour arriver à ça, c'est pas en restant dans son canapé ou en restant chez soi. C'est tous les jours s'entraîner. C'est important. Mm. Mm. Oui. Ouais. Effectivement, au sens premier du terme, exactement, en dehors de l'ordinaire, tout à fait, au-delà de l'ordinaire. Et du coup, on va pouvoir ensuite enchaîner, mais vous avez tout à fait en plus souligné ça. Si vous allez voir le film, cher auditeur, vous allez avoir justement cette dichotomie, ce rapport. Vous avez eu l'instant d'esprit de mettre quelques commentaires justement occidentaux, le regard des occidentaux finalement sur cet entraînement ou sur cet entraînement martial intense. Et finalement c'est le spectateur qui est gêné par ces commentaires là après tout ce qu'on a vu. On comprend la démarche, justement ce que vous venez de dire. Vous arrivez à le transmettre sans mots, on arrive à comprendre la démarche, on arrive à comprendre pourquoi elles font ça, comment elles le font également, comment elles y arrivent. Et là, on a des commentaires d'occidentaux ou des manchettes, je crois que c'est des manchettes de journaux avec un regard glacial. Bref, j'en dis pas plus, mais c'est vrai que on est pris dedans, on vous suit effectivement du début à la fin, et vous avez ce petit moment que vous avez souligné avec donc ces commentaires occidentaux qui apparaissent du coup comme complètement déconnectés de la réalité des événements. Mm. Julien Faro, on se retrouve juste après cette pause musicale. Il n'en passe qu'une seule chanson, c'est la sélection donc d'Alpha. Toutes les 2 semaines, on a une sélection groove, hip-hop, tout ce qui est son rond, si je veux dire. Et Dieu sait que Alpha aime ça, justement, les sonorités chaudes. Ouais. Donc une petite chanson, on se retrouve en 1993, c'est un petit peu plus loin, avec un groupe du coup que j'ai passé il y a 2 semaines, mais bon, coïncidence. Un autre titre, pas le même. Ouais. Shadarapar, l'un des monuments du hip-hop japonais. Kanatakara no Tegami, c'est sur Muteki. On se retrouve juste après. Si ça veut bien se lancer. Allez, c'est parti. Bon, après, on n'a pas les voix d'Amérique latine. On peut encore. Oui, après, on sait qu'on peut venir. On va abuser. Par contre, ouais. On a encore une dernière thématique. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres aspects, c'est le Japon des années 60. Le Japon des années 60, c'est pas la même chose du tout. C'est vrai qu'on en parle. Parce que le Japon des années 60, c'est post-guerre, c'est toujours la post-guerre. On en avait parlé. Et c'est le début de l'industrialisation, enfin le début du succès de l'industrialisation.
même époque, quoi. Franchement, cet entraînement, même pas étonné. Quand tu connais la culture japonaise, tu n'es pas étonné, quoi. Non, mais il faut connaître un petit peu. Ah bah ouais, parce que quand tu vois la première fois que tu vois les codes des années 2020, on est sûr que ça c'est de la torture, elles ont jamais demandé ça, et même si tu entends les commentaires des joueuses qui disent bon mais c'est ça qu'il faut faire, il y aura des gens qui te diraient faut manifester, elles sont pas conscientes qu'on les torture. Je dis, non mais non, elles sont conscientes. Elles ont pas été... Voilà, c'est ça, en fait, on n'arrive pas à s'imaginer. Ouais, on n'arrive pas à imaginer que c'est volontaire, c'est un libre choix, c'est un libre arbitre. Et c'est compliqué aujourd'hui, parce qu'il y aura des gens qui te diraient non, elles sont pas conscientes qu'on les martyrise, qu'on les maltraite, et tu fais bon si. On va aussi parler peut-être de leur vie quotidienne, de l'équipe en elle-même, parce que du coup, ils ont sélectionné une équipe de club plus deux adultes pour leur épopée, ce qui était plus enfin, ce qui était à ce moment-là de moins en moins la norme. Il y avait en hockey sur glace, il y avait des clubs canadiens qui apparaissaient de A à Z aux Jeux Olympiques, mais ça se faisait effectivement de moins en moins. Mais ouais, on va en parler. Non, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est vraiment pas du tout tolérant et on se met pas à la place des autres. On n'arrive pas à se mettre à la place des autres. On s'imagine que c'est soi qui suis censé. En fait, on s'imagine que c'est soi qui suis censé. Mais déjà, on ne te le demandera pas. Tu n'as jamais sélectionné. Et justement, le film est bien pour ça. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Je trouve que ce qui est bien, c'est que quand tu as le témoignage des joueuses, bah, tu sens bien que c'est une passion. Et tu sens que c'est aussi une fierté à elles d'avoir fait ça. D'avoir réalisé ça et d'avoir fait les efforts pour le faire. En fait. C'est ça, elles sont fières d'avoir fait les efforts pour arriver à la boisson et d'avoir remporté les JO, quoi. Donc, chez elles en plus, imagine, les JO chez eux, premier JO vers moderne chez eux. Dans le film, elle voulait arrêter. Enfin, elle voulait arrêter et après ça, il y a les JO qui arrivent. C'est vrai que c'était incroyable. On a encore une grosse, un peu plus d'une minute. Ah. Vraiment au début du hip-hop au Japon aussi, ça. C'est drôle. Ah non, je sais pourquoi. Ok. Kanata Kara no Tegami, Shadarapar, 1993. Un titre qui sont tellement du bon son, quoi. Et le vieux samedi, effectivement, on est Ah vraiment ouais. du hip-hop. La sélection donc de l'ami Alpha à retrouver bien entendu sur le Brotadzik lgtdz.com fr. C'est pas encore. Bref, on vous donne évidemment Ouais, mais à chaque fois les liens qui vont bien. Tu tapes le gros Tadzik sur les moteurs de recherche, ça passe. Oui, Tu le trouves. À noter d'ailleurs l'ouverture d'une nouvelle boutique à Lyon, justement, spécialisée dans le vinyle et avec beaucoup de vinyle japonais. Ah ouais. Il s'agit de Onigiri Records qui vendait déjà en ligne depuis déjà quelques semaines, qui a ouvert pile poil pour le Disquaire Day. Ah, c'est l'occasion. Disquaire Day, tu vois, je C'était samedi savais même pas. dernier. Ah ouais, je savais même pas, tu vois. Bah, c'est trop tard. Disquaire Day. Ouais, bah après, c'est bien
plus loin dans le temps. Et encore, on va remonter dans le temps et en même temps rester sur, sur notre époque, sur notre timeline à nous, avec donc ce documentaire qui s'appelle Les Sorcières de l'Orient, on le rappelle, qui sort ce mercredi, qui sera visible à Lyon, et bien, il me semble, Comédia. C'est le Comédia qui l'annonce sur son site. Et avec nous, Julien Faro, le réalisateur, pour en parler. C'est une épopée incroyable et c'est surtout une épopée d'un club de joueuses semi-professionnelles qui travaillaient le matin et s'entraînaient jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin le soir. C'était une vie de fou et vous arrivez bien à le retranscrire. Mais enfin, ça a dû vous. Enfin, vous travaillez à l'INSEP, mais ça a dû vous frapper, ce mode de vie où effectivement on ne s'arrête quasiment jamais, on ne dort quasiment pas, et tout le monde. Enfin, c'est une vie en communauté d'une certaine façon, Julien Faro. Oui. 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 Donc c'est Daimatsu qui est à l'origine, c'est l'entraîneur qui est à l'origine de cette équipe de très haut niveau. Oui. C'est comme si une entreprise s'était installée sur le site de l'INSEP et prenait en charge tous les joueurs en mode Pôle France, finalement. Oui. Mm.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est donc dans les années 60, hein, au milieu des années 60, et c'est à peine 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le Japon devait continuer à se reconstruire. La base, le cœur de base de cette reconstruction, c'est les entreprises, c'est l'industrie. Donc en gros, toute la vie japonaise à partir des années 40, enfin post-40, c'est on reconstruit autour des gros industriels, et du coup, toute la société s'est construite quasiment autour de ça. Donc les Japonais, il n'y avait pas que les sportifs de haut niveau. Tous les Japonais vivaient autour de leur entreprise. Le week-end, c'est organisé par l'entreprise. Le matin, le sport du matin, c'est organisé par l'entreprise. Bah, Tout était effectivement fait autour. les années 60, c'était presque pas le summum encore, mais c'était vraiment déjà ce développement de vivre autour de l'entreprise. On vivait, la famille même s'organisait autour de l'entreprise. Donc, pour ceux qui connaissent le Japon et son histoire, sa culture post-guerre, c'est pas étonnant. Mais c'est vrai que du point de vue extérieur, enfin, ça surprend de voir que tout se construit autour des entreprises. C'est un autre monde, Ouais, effectivement. c'est complètement différent. Et même aujourd'hui, enfin, jusqu'à aujourd'hui, hein, le sport de haut niveau, c'est des noms d'entreprises dans les clubs de sport, on rappelle. On va en parler justement de ça pendant les quelques minutes qui nous restent. Julien Faro, on suit le parcours de cette équipe. On revient d'une certaine façon, on va dans l'intimité de ces joueuses 50 ans plus tard. Ce club, vous les suivez jusqu'au titre olympique. Ce club, vous l'avez mentionné un petit peu à la fin, ce club, il va encore continuer à gagner des titres encore et encore jusqu'à quasiment la fin de la décennie. Voilà, c'est un parcours qui va même encore au-delà du film lui-même. C'est le haut, en fait, voilà. Consécutive. C'est-à-dire donc victoire contre d'autres clubs et victoire contre des équipes nationales, tout compris. Incroyable. C'est effrayant, effectivement. C'est plus qu'une domination à ce niveau-là. On arrive sur la fin de l'émission. Un petit mot d'ailleurs sur l'avenir, enfin le futur de ce club qui s'écrit du coup désormais au passé, puisque Nichibo est devenu Unifica et le club a disparu en 2000. Par contre, toutes les joueuses ont été transférées dans un nouveau club qui a été créé à partir de zéro, mais sur les ruines de Unifica, mais pas à Osaka. C'est les Toray Arrows aujourd'hui, si vous suivez un peu la V-League. Je sais que Léo, toi, tu le suis du coin de l'œil. Ouais. Les Toray Arrows qui sont dans le département de Shiga, donc c'est beaucoup plus proche de Kyoto, c'est vers le lac d'Iwa, ouais, c'est ça. pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs, on salue Laurent, puisqu'on a un ami là-bas, un ami français, dans le département de Shiga, justement, près du lac d'Iwa. Et d'ailleurs, il y a deux joueuses des Toray Arrows, donc ce club pseudo-successeur qui figure dans l'équipe nationale japonaise là en 2020. D'ailleurs, Julien, est-ce que vous avez peut-être un pronostic pour ces Jeux Olympiques en volée japonaise? Elles ont un peu disparu des radars dans les années 90, surtout 90, même si elles n'étaient pas trop loin des médailles, elles n'en avaient pas forcément le petit plus pour avoir une médaille. Elles ont réussi à en accrocher une en 2012. Est-ce que vous les voyez ici, enfin là-bas en tout cas chez elles à Tokyo, est-ce que vous les voyez accrocher une médaille?
Exact. Tout à fait. Julien Faro, merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. On a déjà même passé 10 heures. Heureusement qu'on n'a pas l'émission derrière, effectivement, qui nous aurait tapé sur les doigts, justement, qui nous auront lancé des ballons à la tronche jusqu'à ce qu'on quitte le studio. Heureusement, ils ne sont pas là. On leur fait bien entendu des gros bisous. Ils reviennent à la rentrée. Visage d'Amérique latine. Merci beaucoup. On rappelle, le film Les Sorcières de l'Orient sort ce mercredi 28 juillet. Donc, on le disait, documentaire, double documentaire, même d'ailleurs, avec donc 2 narrations. Et donc, on retrace l'histoire de ces championnes du monde et olympiques japonaises en volleyball. Et aussi, on les rencontre, on les suit dans leur intimité 50 ans plus tard. Merci beaucoup. Ouais, donc juste pour rappel, au Comédia à Lyon. Pour nous, les Lyonnais, c'est le Comédia, Comédia, mais n'hésitez pas à aller sur Internet pour aller chercher le film pour trouver la salle la plus proche de chez vous. Je sais que si Michael Champ le fait, donc moi, Voilà. pareil, donc je vois les Non, mais voilà. par exemple, Cherchez sur Internet la salle la plus proche, je vous recommande chaudement. Très bien, merci beaucoup Julien Faro. Ah ben voilà. Ah oui. Oui. Ouais. Tout à fait. On n'a pas parlé de la musique et c'est un artiste californien qui est associé effectivement au monde disquette, tout à fait, Jérémy Mittal. Tout à fait. C'est le morceau à la fin? Ouais, c'est le morceau à la fin. Un chouette cadeau. Et du coup, on fait un clin d'œil aussi à UFO Distribution, qui a eu la gentillesse de nous répondre et de nous rerouter effectivement les mails des uns et des autres pour cette interview. On les remercie. On va se quitter avec, alors c'est pas du Jason Little, c'est pas non plus du volet d'ailleurs, mais il y a quand même un lien, vous allez voir. On va se quitter avec un animé complètement oublié des années 1980, 82 pour être plus précis, qui s'appelle Tokimeki Tonight. C'est Hôtel Transylvanie 25 ans avant, puisqu'on a une petite, je crois, lycéenne, collégienne, qui est fille de vampire et de loup-garou, et qui s'éprend une amourette avec un garçon normal. Horreur, malheur, et puis aussi pas mal de choses mignonnes, parce que, mine de rien, ça reste quand même un animé relativement shoujo. Et la chanson, Super Love Lotion, l'ending, est interprétée par Harumi Kamo, qu'on a entendu au début de l'émission, qui est l'interprète du générique de Jeanne Esser. Oh, le lien que t'as fait. J'apprécie. On se quitte avec cette chanson-là. Merci encore Julien Faro. Et donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Ciao. Ciao, matane. Tchuss. Eh ben, tu veux arrêter Twitch du coup? Je vais faire attention.
C'est bon?